Bonjour à tous, bienvenue ici de nouveau Alexandre Spiga et aujourd'hui je vous propose un nouvel échange dans la série Paroles d'experts et j'ai le grand plaisir d'accueillir André Dubois, entrepreneur en ligne depuis 2013 et blogueur sur trafficmania.com. André, je te suis depuis maintenant 4 ans et j'aime beaucoup ton contenu, donc je te remercie pour ça et on va en parler un peu plus tard. Donc merci à toi d'être là. On va entrer dans le vif du sujet. Le blog a priori n'est donc pas mort. Ah, Salut Alexandre, bonjour à tous. Merci de m'inviter. Alors, est-ce que le blog est mort? Non, je ne crois pas. Évidemment, depuis quelques années, on a vu une explosion de YouTube. Les gens adorent consommer de la vidéo et il y a de nombreuses thématiques qui sont très, très adaptées à la vidéo. N'empêche que, tout comme la radio n'a pas tué le livre, tout comme la télé n'a pas tué la radio et tout comme Internet n'a pas non plus tué la télé. Je ne crois pas que la vidéo va tuer l'écrit. En fait, on va se retrouver avec des supports qui coexistent. Donc, le podcast, l'écrit sur un blog, la vidéo sur YouTube principalement. Il y a toujours énormément de gens qui lisent les blogs, qui aiment les articles de blog, des gens qui veulent écrire des blogs parce qu'ils n'ont pas envie de s'afficher sur YouTube, ils n'ont pas envie de mettre leur tête. Il y a toujours énormément de demandes. Moi, je vends toujours énormément de formations blogging et le trafic de mon blog continue à monter. Je pense qu'à partir du moment où le contenu est intéressant, en fait, le support importe peu. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup à qui des formations on peut trouver en ligne et qui imposent vraiment, tu vas faire de la vidéo, tu vas faire ça, ça, ça. Et en fait, il y a plein de gens qui se bloquent parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que soit ils n'aiment pas écrire. En fait, ils ne comprennent pas le média qu'ils apprécient le plus et du coup, ils s'interdisent de prendre du plaisir d'abord dans la création de contenu. Et si tu ne prends pas de plaisir dans la création de contenu, déjà, ça part mal. C'est clair. Si tu ne prends pas de plaisir à créer ton propre contenu, il y a fort à parier que les gens n'aimeront pas le consulter. Non, non, le- il n'y a pas d'obligation à aller sur l'un ou l'autre des supports. Il faut simplement se poser la question de est-ce que ma thématique est adaptée? C'est sûr que si tu fais, je ne sais pas, un truc sur la boxe, c'est mieux de faire de la vidéo. Mais il y a plein de thématiques qui se prêtent très très bien à l'écrit, hein. D'ailleurs, si tu regardes, par exemple, une des plus grosses thématiques aux États-Unis, c'est le développement personnel. J'ai encore l'impression que les acteurs majeurs restent à l'écrit, hein, que ce soit Léo Babouta, que ce soit James Clear, etc. C'est avant tout des gens qui font de l'écrit. Ouais, et puis il y a des beaux blogs très épurés, très Ouais, soignés et à l'écrit. Ouais. ouais, tout à fait. Donc voilà, il y a pas d'obligation à aller sur la vidéo si on veut faire de l'entrepreneuriat en ligne. Moi, je le constate tous les jours. Hmm. Euh, Créer du bon contenu, c'est un des piliers, peut-être le principal quand on commence. Ça, OK. Mais surtout, ce bon contenu, il faut le promouvoir. Et ça, c'est la partie la moins marrante, la promotion. J'imagine que tu t'y es collé dur à tes débuts. Comment tu t'y es pris? Est-ce que tu fais encore cet exercice de promotion? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Et la promotion, c'est fondamental parce que c'est ce qui fait qu'on va lire ton article. Et il y a beaucoup de gens qui font une erreur fatale au début, c'est de penser que la publication se suffit. Ils pensent qu'ils vont être bien positionnés tout de suite sur Google ou sur YouTube, dans les moteurs de recherche, et que les gens vont se précipiter pour lire leur contenu. En réalité, ce n'est pas le cas. Alors, en fait, en matière de promotion, il y a deux cas. Il y a est-ce que tu as une liste d'inscrits importante ou pas? Quand tu as une liste d'inscrits importante, la seule opération de promotion que tu as à faire, c'est d'envoyer un email à ta newsletter. Il y a des milliers de gens qui vont recevoir l'email. Il y a un pourcentage de ces gens qui vont cliquer sur ton lien et qui vont aller voir ton contenu. Donc ça, c'est très bien. Quand on a une grosse liste, c'est la seule opération de promotion que l'on fait. Alors après, on peut toujours repartager un truc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest. N'empêche que le gros flux de trafic, ça sera la newsletter. La question à se poser, c'est ouais, mais si on n'a pas une newsletter importante, on s'est tous retrouvés plus ou moins dans ce cas-là, hein. Moi, j'ai lancé Traffic Mania essentiellement avec des articles invités, essentiellement en faisant des compilations d'articles, en mettant des liens dans mes articles et en demandant aux blogueurs que je citais de bien vouloir partager. Voilà, ça c'est quelques stratégies que j'ai utilisées. Après, j'ai créé un site sur le judo et le jiu-jitsu avec mon prof. On l'a lancé avec un concours.
c'est un moyen qui est aussi très, très efficace de lancer un business en ligne. La contrepartie, c'est que ça coûte assez cher parce qu'il faut faire une campagne sur Facebook, par exemple, Ouais. pour générer des inscrits. Mais d'une façon générale, si tu démarres en ligne, quel que soit ton support, que ce soit YouTube, blog, podcast, peu importe, il va falloir te faire connaître. Donc, il y a soit les options, on va dire, gratuites, mais qui vont te prendre du temps, soit les options payantes, publicitaires, donc pub Facebook principalement, mais il y en a d'autres. Pardon, par exemple, la publicité que tu peux faire sur YouTube ou dans Google classiquement. Ouais, un blog, tu mets combien de temps avant de commencer à le monétiser? Plusieurs mois? Ouais, alors, on peut parler, on va reprendre deux exemples. Traffic Mania, donc moi, je vis de mes sites depuis 2013, mais mon site de web marketing, je l'ai monté en 2015. Je l'ai créé au printemps. Alors attends, ça c'est un peu lointain, mais ouais, c'est ça. J'ai publié le premier article au printemps, mais avant ça, j'ai fait une longue campagne d'articles invités. Donc j'ai fait ça pendant, on va dire, janvier, février, un truc comme Donc, ça. campagne invitée Printemps, où j'ai tu, commencé à avec une page de capture, tu récupères des adresses et donc Ouais, c'est tu ça. commences à faire grossir ta liste avant le Ouais. premier. Moi, j'aime bien faire ça parce qu'après, tu as du trafic sur le premier article. Hmm. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Ça t'impose tout de suite dans la thématique, tu pèses. J'ai monétisé en faisant des coachings. Après, j'ai commencé à écrire au printemps et j'ai monétisé à la rentrée, un truc comme ça. Sachant que j'avais plus ou moins coupé, donc on va dire 6 petits mois. Sur le judo, ça a été plus vite parce qu'on a fait un concours. Donc, je crois qu'on a attaqué le concours genre en octobre ou en novembre et on a monétisé en février, un truc comme ça. Donc, ça a Ouais, été ok. là très très vite. En gros, tu fais ton concours, ça te prend un bon mois. Ensuite, tu publies un peu de contenu gratuit pour créer du lien avec l'audience, pour montrer ta compétence. Et puis après, tu envoies ton premier produit. Donc, je dirais qu'il faut 4 à 6 mois. Ouais, et pas hésiter d'envoyer un premier produit et éviter de tomber dans le perfectionnisme et de le peaufiner tout seul dans sa chambre sans le montrer à personne. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Alors, c'est pour ça que le coaching, c'est pas mal. Alors, c'est pas faisable dans toutes les thématiques, mais quand même dans de très nombreuses thématiques. C'est que tu n'as pas de produit à créer. Tu vas plutôt dire aux gens, si vous avez un problème, contactez-moi et je vous ferai une solution sur mesure. Donc, ça, c'est un bon point. Et oui, il faut oser se lancer. Effectivement, Euh, le produit parfait n'existe pas. Je ne sais même pas s'il est souhaitable. Je pense qu'il faut plutôt avoir une stratégie de catalogue de produits si tu veux pouvoir animer ton site commercialement sur une longue durée. Donc, il faut commencer et peut-être que le premier produit ne sera pas très abouti. Ce n'est pas grave, on fait un premier produit pas très abouti. Et puis après, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Il faut penser comme une amélioration continue. Justement, le coaching, là, tu en as parlé comme une première bonne méthode pour commencer à monétiser et aussi, surtout, apprendre mieux ton client idéal et ton audience de façon à vraiment affiner. Je crois savoir que tu en proposes à l'occasion parce que tu aimes ça. Tu n'es pas non plus tombé dans la frénésie du high ticket et de l'accompagnement que tu as dû constater toi aussi ces derniers 18 mois. Qu'est-ce qui fait que tu Ouais. n'as pas voulu y aller? Alors, moi, le coaching, je l'ai fait surtout la première année de mon blog parce que je considère que c'est vraiment une super façon de monétiser au début. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de créer de produits. Tu commences à gagner des sommes qui sont assez conséquentes, même si ta liste n'est pas énorme. Il y a quand même pas mal d'avantages. Donc, j'en ai fait pendant un an. J'ai commencé mon premier coaching parce que je savais pas, enfin voilà, je déboulais dans la thématique, personne ne me connaissait, etc. Je l'ai vendu 99 euros. Le mois d'après, j'ai fait 199. Je les ai tous vendus en quelques jours. Après 299, je les ai tous vendus en quelques jours. Et je me suis arrêté à 499 euros. Donc, c'est déjà des prix qui sont assez élevés. Mais c'est vrai que on voit des offres coaching à plusieurs milliers d'euros aujourd'hui sur Internet. Moi, je ne suis pas contre les prix très élevés. Ce que j'aime pas, c'est quand le produit n'est pas à la hauteur. Donc, si tu fais un coaching où tu vas accompagner une personne pendant un an, où tu vas faire des points intermédiaires, des points réguliers, tu vas vraiment l'aider si tu as un gros niveau de compétence, je veux dire, ce n'est pas déconnant de facturer du coaching très cher. Si tu vas dans une grande entreprise et que tu prends un cadre dirigeant et qui est suivi par un coach, c'est des gens qui facturent cher.
Le problème, c'est que voilà, sur Internet, la qualité, elle est très, très variable. Il y a beaucoup de gens qui se proclament experts et qui ne sont pas très bons dans leur domaine. Donc, voilà, moi, je n'ai pas de souci avec les prix hauts tant que la qualité est en face. Alors, pourquoi je n'ai pas fait ça? Tout simplement parce que moi, mon trafic a continué à monter, ma liste a continué à monter. Et à un moment, je me suis dit, ma journée ne fait que 24 heures. Donc, les coachings, c'est très bien, mais à un moment, tu es quand même limité par le temps. Et donc, je suis passé à la formation téléchargeable. Mais c'était le plan de faire du coaching pendant une petite année Ouais. pour continuer à faire démarrer le site et puis après passer en formation téléchargeable. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai pris cette décision. Mais moi, j'aimais bien faire du coaching. Ça a plein de côtés sympas parce que souvent, tu es le seul dans ta thématique à en faire ou un des seuls. Donc, ça se sait, les gens aiment bien. Les gens, ils adorent les solutions sur mesure. Ils adorent discuter avec quelqu'un pour exposer leurs problèmes particuliers par rapport à leur projet. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est relativement facile à vendre parce qu'il y a vraiment une grosse demande. Et puis, c'est un côté aussi très, très sympa. Puis ça te permet de bien connaître ta thématique. Et donc, après, ça t'aide à faire les bons produits. Mais après, quand tu veux vraiment développer ton entreprise, c'est-à-dire que en faisant du coaching, moi, je gagnais, je sais pas, je devais faire, quand je les vendais aux alentours de 500 euros, je sais pas, j'en vendais 10, 12 par mois. C'est bien, mais si tu veux franchir après des seuils, il faut passer aux produits téléchargeables. Ouais, donc toi, dans ton business plan, on va dire, la façon dont je vois les choses, c'est d'abord coaching pour commencer à faire du cash et développer et en apprendre plus. Et après tu grandis avec de la formation C'est une piste, numérique. je ne sais pas si tu peux le faire dans toutes les thématiques. Par exemple, sur la chaîne de judo, je ne sais pas si on aurait pu faire du coaching, je ne sais pas si ça aurait eu du sens. Donc, on est passé directement aux produits téléchargeables. Mais dans une thématique comme le web marketing, ça marche bien. Tu as plein de gens qui sont. Enfin, tu as plein de gens qui ont acheté des formations à droite à gauche qui n'ont pas forcément bien marché, ils n'ont pas eu les résultats. Et ils sont très, très contents de pouvoir discuter de vive voix, que les gens aillent voir leur site, leur disent ah, mais oui, c'est parce que ton site, il y a tel et tel problème. C'est la vraie valeur ajoutée du coaching, elle est là. Donc, je le recommande si c'est pertinent dans la thématique en question. Après, ça dépend vraiment des cas, je pense. Ouais. C'est parce que c'est un peu pas ce que je reproche aux formations parce que c'est moi le responsable quand j'en consomme et j'en achète. Mais ça, je trouve que ça a un côté un peu limité dans le sens où effectivement tu es tout seul et tu dois pas être sans savoir que sur 100 personnes qui achètent une formation, tu en as 10 qui vont au bout. Tu vois. Oui, j'ai vu, il y a des statistiques hein, là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas les produits en intégralité. C'est dommage. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de formations qui ne sont pas toujours au haut niveau. Ouais. Et c'est vrai que le côté négatif de la formation, c'est que tu reçois un savoir, mais derrière, tu es tout seul. Alors moi, je mets toujours un point d'honneur à être disponible par email auprès de mes clients. Donc, j'ai beaucoup d'emails qui nous sont envoyés chaque jour, des clients qui nous demandent des précisions, etc. Donc, on essaie de leur apporter un maximum de support. Quand les gens sont vraiment bloqués, des fois, ils m'appellent parce qu'il y a mon numéro de téléphone sur les factures. Donc, ça m'arrive. Voilà, la semaine dernière, j'ai discuté 10-15 minutes avec un client qui avait du mal. Mais c'est sûr que le vrai coaching a cet avantage. Alors après, tu peux créer des formations qui font les deux. C'est-à-dire que tu vas vendre un cours et tu peux rajouter du coaching en plus. Et là, c'est des formations effectivement que tu peux vendre très très cher parce que tu vas vendre ton temps. Donc, on peut là arriver à des formations qui valent plusieurs milliers d'euros, ce qui, encore une fois, n'est pas gênant. J'ai plus de mal avec une formation à 2000 euros qui est juste un produit téléchargeable qu'avec une formation à 2000 euros qui contient des bons fichiers téléchargeables et des échanges avec, entre guillemets, l'expert. Ok, justement, là, tu en parlais un peu là, des formations moyennes vraiment sur Internet à boire et à manger. C'est vraiment le Far West. Bon, je pense qu'avec le temps, quand même, les opportunistes et les petits malins, ils sont en train de se faire nettoyer. Ils vont se faire nettoyer. Euh, les mythes de l'entrepreneuriat du web, c'est argent facile, argent rapide. Toi, vraiment, ton positionnement, quelque part, c'est d'avoir un blog concret, sans frime et avec du très bon contenu. Tu veux leur dire quoi à ces gens?
Moi, j'ai pas grand-chose à leur dire. Euh, alors, au niveau de la qualité des formations, je pense quand même que la tendance va plutôt vers le haut. Si tu regardes sur le marché américain, qui est toujours un peu en avance sur le nôtre, il y a toujours les vendeurs de rêves, etc. Mais les gens qui marchent fort, les gens qui marchent bien, ils font du qualitatif. Ça, c'est clair. En France, on n'en est pas encore tout à fait là. Parce que, je ne sais pas, les métiers du net, ils sont quand même assez récents. Et je pense que les vendeurs de rêves, ils peuvent malheureusement s'appuyer beaucoup sur le manque de connaissances des gens en la matière. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, que tu en as marre de ton boulot, ou que tu veux créer ton activité, ou que tu es sans emploi, bref, tu as envie de créer ton business, et que tu vois sur Internet ou sur YouTube des mecs très jeunes qui exhibent des signes extérieurs de richesse, effectivement, c'est très, très attractif. Et tu te dis, s'ils ont autant d'argent, c'est que ça marche pour eux, donc leurs conseils sont bons. Donc, j'achète la formation. Et en fait, tu n'achètes pas la formation parce qu'elle est bonne, tu achètes la formation parce que le mec, il t'a mis une montre en or sous le nez. Et grâce à l'achat de ta formation, il va pouvoir s'acheter une montre en or encore plus grosse. Donc, en fait, le problème de la frime, c'est que la seule preuve, finalement, c'est le signe extérieur de richesse et ça s'auto-entretient avec les ventes. Et qui est Donc, nourri par le consommateur. c'est clair. Voilà, quoi de meilleure preuve que de montrer ma Lamborghini? Ouais, mais est-ce que le contenu est bon? C'est pas une preuve que le contenu est bon. Donc, ça existe encore. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très déçus. Moi, le seul conseil que je peux donner, parce que finalement, ces gens-là, je pense que sur le long terme, il n'y en a quand même pas beaucoup qui tiennent, hein. Euh, il y a pas énormément de. Il y a quelques vendeurs de rêves qui sont là depuis des années, mais il y en a beaucoup qui sont des étoiles filantes, hein. Tu les vois 6 mois, un an, ou tu vois leur pub sur YouTube. Tu sais, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour me payer cet appartement à Barcelone ou je sais pas quoi. Les mecs, tu sais pas d'où ils sortent et dans 6 mois, tu les vois plus, quoi. Et le conseil qu'il faut donner aux gens, c'est tout simplement d'aller voir le contenu gratuit de ces personnes. Ils peuvent faire du blogging, ils peuvent faire de la vidéo, ce n'est pas un problème. Mais c'est assez facile en réalité, en lisant 4-5 articles, en regardant 3 ou 4 vidéos. C'est assez facile de voir si les contenus que les gens donnent sont concrets, s'il y a du respect, s'il y a de l'intelligence, euh, ou si c'est juste du vent, quoi. Et à mon avis, ça reste encore le meilleur moyen de faire la part des choses. Mais c'est vrai, il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir, qui achètent des formations à 2 000 € parce que le mec, il leur a mis la Ferrari, il leur a mis la liberté sous le nez. Faites comme moi, partez vivre au bout du monde, boire des verres au bord de la piscine et dans 3 mois, sans effort, ce sera fait. Et bien sûr, les garanties de remboursement, elles sont quasiment inapplicables. Et moi, chaque semaine, je prends 2 mails de gens qui me disent j'ai acheté chez un tel, j'ai acheté chez un tel, Ouais. on ne répondait pas à mes questions, ça m'a coûté une blinde. Le contenu, les astuces trafic, c'est mettez des liens et laissez des commentaires dans les vidéos YouTube et ça va vous ramener du trafic. Enfin, c'est juste un scandale de vendre une formation de 2 000 € qui donne des conseils aussi moisis, quoi. Enfin, voilà. Donc, petit à petit, je pense que le marché se nettoie, comme tu l'as dit, parce que la maturité arrive, parce que les gens se méfient aussi des vendeurs de rêves. Quand c'est trop beau pour être vrai, les gens n'y vont plus. Et puis aussi parce que les groupes Facebook, ça existe, les informations circulent. Ouais. Et je pense que maintenant, afficher une Rolex ou une Porsche, c'est absolument plus suffisant pour faire sa place. D'autant plus que tout ça, ce sont des choses qui se louent, donc bien souvent, leur fortune est largement exagérée. Ouais, après, je pense que je suis entièrement d'accord, mais je pense aussi qu'il y aura toujours un public pour ce type de contenu. Tu vois, Sûrement. en termes de niveau de conscience, je pense que toi, Sûrement. clairement, l'audience que tu t'es créée, c'est clairement pas ce genre de personne. Et je pense qu'il y en aura toujours pour tous les goûts, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y aura toujours, malheureusement, enfin après, malheureusement, le problème, c'est la réussite des clients, en fait, derrière. Ah Encore une oui, fois, ce n'est pas un souci de montrer une Ferrari, une Rolls, machin. C'est toujours pareil. Est-ce que le produit est bon? Est-ce que le produit permet aux gens d'atteindre des résultats? Est-ce qu'il y a du support? Oui ou non, quoi. Après, la méthode de vente, je dirais, c'est secondaire, mais en général, ça va de pair. C'est-à-dire produit merdique, montre en or, support assez peu performant et client déçu. Mais comme tu dis, ouais, il y a des gens qui tomberont dans ce panneau. Ouais, je suis d'accord avec toi. mmh.
On n'est pas toujours récompensé à s'adresser à l'intelligence des personnes, malheureusement. Bon, après, je pense que c'est quand même, sur le long terme, c'est quand même une stratégie. Et puis d'un point de vue éthique aussi, c'est quand même une stratégie qui est largement supérieure. Oui, oui, oui. En ce moment, là, je te vois hyper actif sur YouTube. Ouais. Euh, Il y a eu un effet confinement. Il y a eu un effet confinement où j'ai noté dès le début du confinement sur ma chaîne de marketing une grosse augmentation du trafic. Et j'ai eu une réflexion. Je me suis dit, mais après tout, est-ce que le meilleur moyen, comme j'ai mis ce qui est assez important, bah, le meilleur moyen de faire ma promotion, c'est d'envoyer un maximum d'emails et c'est que YouTube annonce un maximum de fois que j'écris une nouvelle vidéo. Donc j'ai augmenté ma fréquence de publication. Ce qui fait que le nombre de vues en général par vidéo a tendance à diminuer parce qu'une vidéo est vite remplacée par une autre. Donc peut-être que tu as des gens qui n'ont pas le temps de tout voir. Mais sur les chiffres de trafic, c'est assez clair. Et sur les chiffres de vente, ça a plutôt un résultat positif. Ouais. d'accord. Donc là, en gros, tu envoies ta liste sur tes nouvelles vidéos. À chaque fois que tu publies une vidéo, tu envoies un petit mail pour les envoyer là-bas. Et après, dans la description sous la vidéo, tu mets un appel à l'action vers ta formation gratuite, par exemple. Vers la newsletter, alors c'est même pire que ça parce que en fait aujourd'hui, comme je fais beaucoup de vidéos, je ne peux même pas envoyer un email à chaque fois. C'est-à-dire Hmm. que, alors là, c'est un peu une semaine particulière parce que là, j'ai coupé. Je ne travaille pas cette semaine. OK. Donc, normalement, le but, c'est en gros de faire 2 vidéos par jour. Mais je ne peux pas envoyer 2 emails par jour parce que je pense que je saoulerai les gens. Donc, en fait, j'envoie un email le matin sur une vidéo. Et la seconde vidéo, finalement, bah, c'est juste les abonnés qui recevront une notif YouTube en disant André Dubois a publié un nouveau truc. Ouais, tu Ça charbonnes, là. participe au fait que les vidéos en question font peut-être moins de vues. Mais comme j'essaye toujours soit de taper sur un petit mot-clé qui peut intéresser mon audience type, ça me ramène constamment des nouvelles personnes. Et puis, je reste bien sûr actif en blogging parce que moi, je continue à écrire. Je pense que je dois être le dernier marketeur qui écrit. Un des derniers, j'en sais rien. Mais donc, mon rythme de publication, c'est un article de blog par semaine et après 2 vidéos par jour, mais j'envoie qu'un email. Et oui, ça a des impacts positifs en termes de vente. Et je pense que sur le long terme, ça va me créer un avantage comparatif par rapport à la compétition à laquelle je peux faire face. En termes de création de contenu, comment tu t'organises? Par exemple, tu shootes à la suite toutes les vidéos et après, tu Ouais. envoies ça au montage? Ouais. Vous verrez, j'ai toujours le même t-shirt toutes les vidéos de la Tu te semaine. changes Alors, pas entre vidéos? ouais, je me change même pas. Donc, Pas le temps. je me dis, ouais, enfin, les gens, je suis chez moi, ils se doutent bien que je fais des vidéos à la suite. Je vais pas changer de t-shirt entre 2 vidéos, quoi. Mais je change de t-shirt tous les jours, hein. Pas que les gens s'inquiètent quand ils me voient toute la semaine avec le même t-shirt. Alors, comment je fonctionne? En général, le vendredi de la semaine N-1 ou le jeudi de la semaine N-1, dans Evernote, j'ai déjà mes idées de contenu OK. et le plan général. Ensuite, le lundi, je vais écrire l'article. Donc, ça me prend une journée ou une demi-journée, ça dépend. Et les vidéos, je vais les tourner. Alors, pendant le confinement, je faisais ça mardi, mercredi. Là, avec la reprise des rythmes scolaires, je ne sais pas comment je ferai aussi. Enfin, bref. Mais en gros, après 2 jours de tournage de vidéos, j'envoie tout ça en montage. Et la semaine suivante, le lundi, je publie l'article. Et puis, je balance mes vidéos. Alors, je me suis fait un petit planning parce que comme ça fait beaucoup de fichiers, je commence à m'en mêler les pinceaux. Et je me suis fait un petit planning à la semaine où je sais, voilà, lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, la vidéo que je publie, le chemin d'accès dans mon ordinateur et en dessous, la petite description YouTube, le petit email qui va bien. Comme ça, bah, ma salariée, elle reprend tout ça, elle cale tout ça dans YouTube, dans l'autorépondeur. Et en gros, moi, je m'occupe juste de la création de contenu et des emails. Ouais. OK. C'est la première chose Donc, que tu as déléguée? Ça, non, non, la l'aide première chose que j'ai déléguée, c'est le montage. montage? Parce que le montage, c'est quand même assez consommateur de temps, Hmm. même s'il est assez basique hein, sur Traffic Mania, vu que je peux quasiment faire une vidéo presque sans coupe. Mais ouais, le montage, c'est super consommateur. Donc, j'ai externalisé ça. En fait, le but ultime, c'est que je fasse que de la création de contenu gratuit ou payant.
Tout le reste, c'est accessoire. Donc là, on travaille sur la délégation de tâches administratives. Hein, chaque mois, il faut bien que j'envoie les chiffres au comptable, etc. Donc, on travaille là-dessus, charger les vidéos dans YouTube, charger les articles dans le blog, etc. Je pense que même la rédaction d'emails, c'est un truc qui est pas trop dur à externaliser une fois que tu as compris comment on rédige des emails. Voilà, moi, à la fin, je veux écrire des articles, tourner des vidéos, enregistrer des formations et faire des pages de vente. Ça doit être mes 4 activités principales. Tout le reste, il est automatisable ou délégable, si j'ose dire. Un blogueur serein comme toi, ça bosse combien de temps par semaine? Moi, je ne suis pas un gros bosseur. Il y en a qui bossent encore moins que moi, mais alors moi, après, c'est que j'ai un souci, c'est qu'après, je m'ennuie. Donc, mon but, c'est pas d'arriver à 1 heure de travail par jour parce que je pense que ça fera un vide que j'aurai du mal à combler. En général, j'attaque à 8h30 et je bosse à la cool et en général, à 15h, j'ai fini, quoi. Tu vois. Et, et le vendredi, je ne travaille pas des tonnes non plus. Donc, je dirais que je travaille entre, je sais pas, 25 heures, peut-être 30 quand j'ai un produit et une page de vente à faire, ou alors que j'ai une grosse charge au niveau de la chaîne de judo, mais une vingtaine d'heures, je dirais, 20-25 heures. Et il faut pas, enfin, je veux dire, il faut pas aller dans le blogging ou dans YouTube parce qu'on entend ce message. Parce que quand on débute, c'est pas ça du tout, quoi. Quand on débute, on a du mal à écrire, on a du mal à tourner, on connaît pas bien les outils. Quand on débute, en général, ça prend beaucoup plus de temps. Ouais, sauf que beaucoup, et j'étais tombé là-dedans, tu regardes les mecs quand ils sont à une étape, on va dire l'étape 50, alors que toi, tu es à l'étape 3, Mais oui, bien sûr. et c'est pas Quand, réplicable. quand tu fais un gros chiffre d'affaires, tu peux embaucher des gens, tu peux prendre des outils, tu peux automatiser, déléguer plein de choses. Après, ça n'empêche pas qu'il faut se poser des questions sur son organisation, même quand on débute, hein. Travailler en séquence, réfléchir à un calendrier de publication, avoir quelques idées d'avance, c'est des basiques. Mais il ne faut pas se comparer avec des gens qui font ça depuis des années, qui ont l'expérience, qui le font vite et bien, qui connaissent les outils, qui ont aussi l'expérience de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Parce que ça, c'est le métier, hein. Au début, tout le monde fait des bêtises. Mais moi, je me souviens, les premiers articles, ça prend un temps fou, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. T'écris très bien. Euh, Comment tu vas évoluer le blogging et la formation en ligne, là, sur les prochaines années? Je sais pas trop. Je pense vers toujours plus de professionnalisation. Je pense que le marché sera de plus en plus niché. Je pense que, par exemple, tu auras le blogueur marketing spécialisé en webinaire, tu vois, et qui aura tout son business qui tournera autour de la vente de formation, webinaire. Et le mec, ça sera le dieu du webinaire, machin, machin. Tu vois. Alors, on le voit déjà un petit peu, mais le gros blog généraliste, peut-être moins qu'avant. Ou alors, si tu as un blog sur… aujourd'hui, par exemple, si tu regardes le marché américain sur une thématique comme le golf, tu as bien sûr les mecs qui vendent des vidéos pour améliorer son swing, machin, machin, mais il y a des blogs qui sont spécialisés dans le mental pour golfeurs, tu vois, et ça Ah, marche. c'est hyper bien niché, Donc ouais. on est, voilà, donc je pense que la niche, elle a, et c'est aussi un moyen d'exister. Hein. Vaut mieux être numéro 1 dans le mental pour golfeurs que numéro 20 en vente de formation golf de base. Hein. Je pense que tu gagnes plus d'argent. Donc de la niche. Pour ma part, je ne sais pas si c'est une tendance générale, mais pour ma part, j'aimerais beaucoup faire des séminaires. Je devais en faire un en juin. Malheureusement, comme tu le sais, il y a quelques événements qui empêchent la tenue de réunion. Donc, en fait, en février, j'avais réservé la salle et tout. Heureusement, j'avais un délai de remboursement, mais j'avais réservé la salle, j'avais embauché une hôtesse, j'avais commencé à bosser Ah, sur le cool. contenu, sur la page de vente, machin, machin. Je voulais faire un petit séminaire blogging sur Lyon, tu vois, 30, 40 Super. personnes. Un premier, quoi, tu vois, pas trop gros, pas trop cher, avec juste avec moi. J'ai pas envie de faire un séminaire où il y a 40 intervenants. Tu en as un qui va te parler de Pinterest, un qui va te parler d'Instagram, un qui va te parler d'immobilier. Et finalement, ça n'intéresse pas grand monde, chacun de ces sujets. Ça va intéresser juste une partie de la salle. J'avais envie de faire un truc vraiment blogging où des blogueurs viendraient, tu vois, et on parlerait d'écrit. Voilà. Donc, Bon, c'est parti remise. la route s'est reportée à, je sais pas, septembre peut-être, je sais pas, on verra. Mais dès que c'est possible, j'ai envie de le faire.
Voilà, donc est-ce qu'il y aura un nouveau support? J'en sais rien. Tu auras toujours des podcasteurs, tu auras toujours des youtubeurs et toujours des blogueurs. Être l'un ou l'autre n'empêche pas le succès. Il n'y a pas de meilleur support qu'un autre. Il y a des meilleurs contenus que les autres, mais il n'y a pas de meilleur support qu'un autre. Voilà. Après, je ne sais pas, c'est compliqué l'exercice des prédictions. J'espère que ça ira vers la qualité. Et je pense que, en tout cas, je reste convaincu par contre qu'il y aura une montée en puissance. Avec le Covid, tu as beaucoup de gens qui ont pris goût au télétravail, qui vont être chez eux, Ouais. qui n'ont pas forcément envie de retourner au boulot parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à travailler correctement de chez eux. Donc, s'ils sont de chez eux sur un ordinateur, ils sont aussi beaucoup plus ouverts à mener leurs propres projets qu'au bureau. Donc, je pense que ça continuera, la formation en ligne d'une façon générale à augmenter et que l'avenir appartient à ceux qui font du bon contenu et à ceux qui savent fidéliser une audience. Ça, c'est la clé. Le contenu, ce n'est pas seulement informatif, ce n'est pas seulement expliquer aux gens comment est-ce qu'on arrive à faire une page de vente, par exemple. C'est de le faire en ayant une relation de confiance avec son audience, en écrivant des textes ou en tournant des vidéos qui vont toucher les gens, qui vont donner envie aux gens de te suivre parce qu'ils s'identifient en fait. Et quand tu as tout ça, quand tu as le bon positionnement, quand tu arrives à générer du lien avec l'audience, que tu fais ce travail de promotion, que tu as du qualitatif, normalement ça marche. Ouais, top. Dernière question, et je te laisse avec ça. Si tu peux nous partager une citation qui te tient à cœur et un livre. Alors, une citation, moi, il y a une citation que j'aime bien, c'est qui ose gagne. C'est la devise en fait des SAS britanniques, Who Dares Wins. Alors, je le dis peut-être pas bien, mais c'est une citation qui est super importante pour les entrepreneurs parce que créer une entreprise, il y a toujours un risque. Il n'y a pas de recette absolue du succès à 100%, parce que celui qui l'aurait, en fait, ça serait l'homme le plus riche du monde, mais ça n'existe pas. On peut toujours se tromper, mais l'essence même dans l'entrepreneuriat, c'est accepter de prendre des risques et avoir envie de vivre cette vie un peu plus libre que les autres, mais qui nécessite parfois de, je ne vais pas dire de se mettre en danger, mais d'accepter plus de risques que la majorité des gens, mais aussi avec une vie derrière qui est, selon moi, plus intense et plus agréable que celle de la majorité des gens. Donc, qui ose gagne. Moi, j'aime beaucoup. C'est une devise qui me donne beaucoup de courage et dans plein de domaines de la vie, quoi. Tu vois, voilà, pour te connecter avec quelqu'un, pour dire ce que tu as sur le cœur, voilà, qui ose gagne. Et un livre, qu'est-ce que j'ai lu bien récemment? Alors, attends. Je crois que c'est sur Kindle. Je regardais ma bibliothèque en même temps. Je crois que c'est sur Kindle. Mais un livre, alors l'auteur c'est Manson, c'est L'art subtil de s'en foutre. Ah oui. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment pas mal. Ok, cool. Ouais, je l'ai dans ma wishlist et je ne l'ai pas lu encore. Ouais, ça se lit bien. Alors, c'est plus dev perso que marketing, mais voilà, il y a des bons. Enfin, lisez-le, c'est intéressant. J'ai bien aimé, moi. Je l'ai lu assez vite. Et en plus de ça, le mec, il est vraiment dans une. Enfin, il y a le développement personnel un peu perché, cosmique, qui ne me parle pas à moi. Après, il y a des gens qui adorent. Lui, il est très terre à terre. Il écrit un peu en mode rock and roll et voilà, c'est pas mal. Ok. J'ai lu un bouquin que je crois que tu avais conseillé. C'est suite à une de tes recommandations, Made to Stick. Ouais, Made to Stick, ouais, c'est bien ça. Ouais, il est très bon, ouais. Ouais, très bon. Ouais. Made to Stick, c'est un livre qui explique pourquoi on se souvient de certaines idées et pas d'autres. Donc, les conseils qu'il donne, en plus de ça, ils sont assez applicables au contenu en ligne. Et je crois qu'il y a 6 ou 7 critères qui font que certains contenus, certaines idées vont être mémorables et pas d'autres. Et c'est assez intéressant. C'est redoutable hein, comme bouquin parce que c'est une arme puissante et, comme dirait l'autre, des grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités. Mais si tu regardes par exemple un vote comme celui du Brexit, avec le bus rouge, tu sais, sur lequel était écrit l'Europe nous coûte je ne sais pas combien de millions par semaine, donnons cet argent au système de santé. Bah, ça, c'est typiquement une idée made to stick. Les gens voilà, ont retenu que l'Europe, ça coûtait tant et qu'il fallait mieux mettre cet argent dans l'hôpital. Alors, bien sûr, c'était un argument qui était complètement fallacieux, mais en réalité, une fois qu'il a été dit, tu ne peux plus l'enlever de la tête des gens. Alors, je ne dis pas que le Brexit, c'est à cause de ça, mais
l'histoire du bus rouge. Je ne sais pas si les mecs qui ont lu, les publicitaires qui ont eu l'idée du bus rouge de Boris Johnson, de Nigel Farage et compagnie, mais en tout cas, ça collait en tout point à ce bouquin. Donc, bouquin très, Ouais, très intéressant. ouais, les 6 points, c'est success, je crois. Story unexpected, donc inattendu, concret, crédible et de Ouais, l'émotion. Du classique, ouais, mais je me souviens plus, mais voilà, il faudrait que je le relise ou je relise ouais. mes notes. Parce que je fais des résumés de bouquins des fois, mais voilà, comme tout, hein, ça s'oublie si tu ne replonges pas dedans de façon régulière. Ok, merci beaucoup André, un Grand plaisir, plaisir, merci à toi. à bientôt. Ciao, merci.